Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Donc, jusqu'au dernier moment, on ne savait pas La grande question. si Charles X allait ou non prêter serment à la charte. Les témoins disent que l'Assemblée, là, enfin celle qui n'était pas juste comme ça à regarder les beaux bijoux des dames, mais qui était préoccupée de la vie politique et sociale de l'époque, était très anxieuse de savoir s'il prêterait ce serment. Et il l'a prêté d'une voix très forte, ce qui a rassuré tout le monde. Absolument. On dit, parce que alors là, tout est matière à discussion, c'est assez merveilleux parce que tout est compliqué. Oui, c'est pour ça que c'est un moment important. Ouais. On dit que la veille encore, Charles X n'était pas du tout décidé à... Alors, c'est l'opposition qui dit ça, certains. N'était pas du tout décidé à prêter le serment, mais que le cardinal Lafare, on en parlait tout à l'heure, a fait un discours dont on n'a pas connu le texte sur le moment, mais qui, de l'avis des historiens, des bruits répétés, etc., comportait des attaques féroces contre la charte et contre le gouvernement. Et donc, ce discours aurait reflété l'opinion qui était celle du nonce et d'un certain nombre de personnes qui ne voulaient pas de la charte parce que la charte, en son article 5, proclamait l'égalité des cultes. Elle avait beau dire que la religion catholique était la religion de l'État, comme dit Villèle, ça ne veut rien dire. Les prêtres chrétiens étaient payés, mais pas les autres. Mais n'empêche qu'il y avait une égalité des cultes. Et ça, c'était insupportable pour les catholiques, apostoliques et romains. Et d'où la loi sur le sacrilège qui a été votée entre-temps. Mais en fait, cette opinion-là ne voulait pas du serment à la charte. Et on peut penser aussi que Charles X, qui venait de faire voter une loi, la loi sur le sacrilège, qui contredisait la charte, c'est ça, était peut-être, dans sa piété et dans son fort intérieur, un peu embarrassé à l'idée de prêter serment de fidélité à une charte dont il venait de s'éloigner tout de même sensiblement sur un sujet fondamental. Oui, bien sûr. Mais donc on ne sait pas. Il faut multiplier les hypothèses. Après, on voit si ça nourrit quelque chose parce que la loi sur le sacrilège isolait la religion catholique, apostolique et romaine de tous les autres cultes. Et la sévérité même des peines, la peine de mort, le poing coupé, etc., portait encore plus le statut de suprématie de la religion catholique, apostolique et romaine. Que la loi n'ait jamais été appliquée, que même on ait fait exprès, on peut l'admettre, parce qu'il fallait que le sacrilège ait été commis délibérément, volontairement, en présence de témoins. Enfin, il y avait toute une série de conditions qui fait que, ça ne s'est jamais... je crois que ça a été appliqué une fois, et encore, je ne suis pas sûr. On ne les a jamais réunis. Oui, ça, oui. Mais peu importe, la loi était là, et elle venait, comme a dit l'opposition, on a fait entrer la doctrine chrétienne dans la loi. Bien sûr. Puisque l'hostie, c'est la présence réelle, et la présence réelle, ça n'est présence réelle que pour le catholicisme. Et donc la loi fait entrer la présence réelle dans l'arsenal législatif de la Restauration. C'est une situation extraordinaire. C'est incroyable. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on était d'accord, la religion est vraiment au cœur de tout ça, parce que c'est et de tous les 50 premières années du 19e siècle, en fait. On est d'accord. Il y a aussi l'absence des 12 pairs de France pendant la cérémonie du sacre. Oui, alors ça fait un moment que les pairs de France étaient petit à petit éclipsés au profit, enfin les pairs du royaume, ils étaient éclipsés au profit des princes de sang. Alors là, on retrouve, d'ailleurs on a le futur Louis-Philippe qui est dans l'affaire avec le duc d'Angoulême et le duc de Bourbon, il est duc de Chartres, le duc d'Orléans à l'époque. Et c'est eux qui soutiennent la couronne au-dessus de la tête. Je ris parce que vous me faites rire. C'est une belle image. Je suis désolé. Est-ce que on peut dire que le sacre, c'est un compromis pour la France, ou c'est vraiment l'aile dure, les ultras qui prennent le pouvoir? Alors, parce que donc il y a les ultras veulent prendre. Charte, les ultras veulent prendre le pouvoir et le sacre pour eux est l'ennui, c'est que la volonté de faire événement
marquer le sacre comme le point de départ d'une nouvelle période. C'est quelque chose qui est extrêmement risqué, parce que c'est à double tranchant. Dans la mesure où le roi prête le serment à la charte, l'opposition de gauche, il y a une opposition de droite aussi, mais l'opposition de droite, c'est d'ailleurs assez réunie à ça, pour dire très bien. Mais alors tout ce qui a été voté depuis et qui est contraire à la charte, il faut l'annuler. Et là, vraiment, le constitutionnel, le courrier entonnait des péants. Enfin, c'était une nouvelle ère commence. Ils sont allés à fond dans la. Se rendre compte mais ils ont poussé le roi beaucoup plus loin qu'il n'aurait voulu aller. C'est ça. Vous voulez un événement, Votre Majesté, on va vous en donner un. Mais vous allez le payer cher. On vous pousse à aller beaucoup plus loin. Et alors, du coup, la presse, de l'autre côté, la presse ultra, le drapeau blanc notamment, qui était l'emblème, s'est mis à freiner des quatre fers en disant mais non, pas du tout, ce serment c'est rien du tout. Et donc a de son côté aussi nié l'événement, ce qui fait que la monarchie et Charles X s'est retrouvé avec un événement qui était nié à gauche et à droite pour des raisons diamétralement opposées. Mais et ça, je pense, ça a ruiné c'est le paradoxe encore. Oui. Je suis assez d'accord. Donc on est toujours dans le sacre. Donc voilà, il vient de prêter serment. Comment c'est la ville entière qui est aux couleurs. Ah oui, la ville est aux couleurs. Elle est aux couleurs aussi de l'argent, puisqu'on loue très cher. C'est clair. Les logements et les. Ça rapporte un argent fou à la ville. Ça, bien sûr. C'est pour ça aussi que c'est important que le sacre se passe là. Oui. Comme les JO. Je parlais des JO tout à l'heure. Oui. Ça coûte un fric fou au départ, mais après, il y a des retombées. On est d'accord. Il y a des retombées. D'ailleurs, les JO, il y avait dans le film qui était projeté, si j'ai bonne mémoire, quand on voyait on montrait la qualité des artisans qui travaillaient, mais on avait glissé quand même les produits Vuitton. Absolument, je crois que ça rapportait 4 milliards et demi. Voilà, donc pour vous donner un peu une idée, effectivement, ça coûte un bras, mais après, ça en rapporte 2. Donc, on va y voir un peu plus. Donc, effectivement, c'est la même idée. Oui, c'est ça. Le roi, le surlendemain du sacre, ira au bazar, admirer tous les produits et encourager, faire des achats et dire que ça y est, l'Angleterre, une nouvelle puissance se lève et que. Exactement. C'est le savoir-faire français, en fait. Là, vraiment, les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises, les gens ne le savent peut-être pas, mais il y a énormément d'entreprises qui existent encore, d'ailleurs, qui étaient là à l'époque. Je pense les crayons Comté, d'ailleurs, que tout le monde utilise, les crayons papier, là, existent depuis Napoléon. Enfin voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui existent encore aujourd'hui, qui sont, je crois que j'en ai dénombré une 50aine. Qu'elles soient plutôt grandes ou petites, peu importe, mais c'est vrai que. Et donc, ce savoir-faire français existe et ça fait partie du sacre. C'est ça. Et par exemple, pour un organe comme le Journal du Commerce, c'est un moment important. Très important, on est bien d'accord. Mais enfin là, on a un peu. Alors, la cathédrale est magnifique. Il faut aller à Reims, d'ailleurs. Les personnes qui dénigrent un peu les choses disent que l'assistance était couverte du milliard dont on venait de les doter. Oui, c'est pas faux, des émigrés et des perles partout. C'est pas faux aussi. Certains trouvaient... c'est assez amusant parce que certains trouvaient que le roi était habillé trop modestement par rapport à l'évêque. C'est une petite critique. On imagine. Et il y avait un ambassadeur du bey de Tunis qui s'appelait Sidi Mahmoud, qu'on avait invité parce qu'on avait des relations avec Tunis qui étaient compliquées. Et on a publié peu de temps après de fausses lettres de Sidi Mahmoud. Enfin, c'est l'advocat, le libraire, qui dès l'année 1825 a publié des lettres de Sidi Mahmoud à son ami Hassan. Et c'est évidemment un faux, enfin ça saute aux yeux je trouve, un faux fabriqué vraisemblablement par le bureau du duc d'Orléans, qui avait quand même des... Incroyable. Déjà à l'époque en fait. Ah, oui. On n'a rien inventé. Et alors Mahmoud, on lui fait dire, alors c'est très amusant, c'est très, très intéressant pour ce que ça dégage comme opinion, mais on lui fait dire il écrit à son ami qu'il est très admiratif du costume des évêques et que si seulement leur corsaire pouvait leur tomber dessus.
j'aurais été très heureux. Incroyable. Ah oui, des choses comme ça, vous voyez. D'accord. Et puis, il y a aussi un banquier Rothschild qui est présent, alors en uniforme rouge, en épaulette, et on fait dire à Sidi Mahmoud, qui est quand même révélateur là de l'opinion, Oui. et il dit, mais de tous les personnages que j'ai rencontrés, ministres, tout, roi, le roi que j'ai vu, le plus important, c'était Rothschild, parce que il pourrait peut-être nous prêter de l'argent. Et ben voilà. Vous voyez ce travail de... Oui, c'est fou, hein, c'est vrai. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.